Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à Droit à la parole, votre programme qui vous accompagne depuis quelques années sur les décryptages de la réalité, mais aussi sur la compréhension des phénomènes qui en apparence sont simples, mais qui ne le sont pas. Aujourd'hui, je commence cette émission par des faits. Quels sont les faits à notre disposition? Les forces de la défense et de la sécurité de notre pays, les FARDC, ont commencé une contre-offensive pour récupérer les zones occupées par les M23. Nous sommes dans le Nord Kivu, dans le territoire des Rutshuru. J'espère que cette offensive va aller jusqu'au bout, afin de rétablir ce pays dans son intégrité territoriale. En même temps que cette offensive s'est faite sur le terrain, il y a en Égypte la COP27 qui s'est ouverte, où le Congo, notre pays, est au cœur des enjeux. Représenté par le Premier ministre Sama Lukonde, le message du Congo est bien clair et celui-là. Nous sommes un pays solution. Nous avons chez nous les potentiels nécessaires pour régler la question de la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Mais nous ne pouvons pas les réussir si notre pays est en insécurité, avec une agression reconnue d'ailleurs par le monde entier comme venue du Rwanda. Voilà, ces faits-là nous interrogent et nous demandent d'aller en profondeur. Parce que ça fait plus de 20 ans que le pays est en proie à cette insécurité. Plus de 20 ans, une solution n'est pas trouvée. Ça interroge nos consciences, mais ça interroge aussi notre intelligence. Comment faire? Il faut aller vers les sources, ceux qui peuvent expliquer la profondeur de ce que nous cherchons comme réponse. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un en apparence jeune, mais une vieille âme, un grand esprit, quelqu'un qui s'est donné la peine d'étudier en profondeur ces questions et d'aller au bout du bout pour trouver des réponses originales peut-être, mais des réponses quand même qui méritent d'être placées sur la place publique. J'ai le plaisir de recevoir M. Gustave Omba. Bonjour. Bonjour M. Kalengai. Vous êtes ici coordonnateur du Café d'Élite. C'est un think tank que vous dirigez depuis quelques années, qui de plus en plus commence à produire des réflexions qui méritent en tout cas qu'on en parle aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas né d'hier, vous êtes aussi un politique. Vous avez été à la CNI, où vous étiez mandaté par votre parti, membre de l'UNC. Vous êtes un opérateur économique. Vous avez donc traversé les 4 coins du pays pour vous rendre compte de la réalité. Donc vous êtes quelqu'un qui ne parlait pas en l'air. À cette émission, nous avons besoin des gens qui parlent parce qu'ils savent de quoi ils parlent. 20 ans durant, plus de 20 ans, notre pays traverse cette crise, une crise profonde de l'insécurité. On parle aujourd'hui de plus de 5 millions de morts et ça ne doit laisser indifférent aucun esprit, en tout cas aucun cœur. Vous qui êtes à la réflexion, pourquoi cette crise dure aussi longtemps malgré des solutions proposées? Je me rappelle, depuis Sun City jusqu'à aujourd'hui, on ne parvient pas à régler cette question de l'Est. Selon vous, M. Gustave Omba, quelle pourrait être la cause d'abord de cette persistance de la crise? Merci beaucoup, M. Willy Kalengai. Vous savez, ça faisait beaucoup de temps que je ne suis plus arrivé sur les médias à faire cet exercice. J'espère aussi que les téléspectateurs comprendront le degré de mon émotion face aux multiples caméras qui sont devant moi en ce moment. Mais la question, si je dois me jeter à fond autour de cette question aussi pertinente, vous savez, plus de 20 ans. Plus de 20 ans que le Congo est au cœur du théâtre qui ne fait que créer la désolation. Un suicide qu'on a entraîné le pays à vivre, ce suicide, mais que moi j'appelle de l'autre côté un génocide qui se fait avec douceur. Le monde n'en parle pas. Mais plus pire que ce qui a fait le bruit au Rwanda. Mais personne n'en parle. Hier, je me suis posé une question. J'ai dit, mais ça faisait quand même longtemps que j'ai entendu parler de l'actualité de mon pays sur France 24. Hier, j'ai suivi que France 24 n'a parlé que de tout ce qui se passe à l'Est à la suite de l'offensive de notre armée sur les forces négatives qu'il y a dans cette partie de la République.
25 ans durant, notre pays est dans cette situation parce que nous n'avons pas élevé le débat pour permettre à ce que ceux qui sont à la base de cette crise que nous vivons aujourd'hui ne puissent sentir qu'effectivement c'est là la solution doit partir. Il faut repartir, il faut ramener l'affaire un peu plus loin au regard de l'histoire, la genèse de la manière dont l'Afrique a été constituée. L'Afrique a existé dans les découpages à la création tel que Dieu l'a fait. Mais l'Afrique a été ordonnée, découpée à partir de la conférence de Berlin. Mais il s'est fait que le sort du cœur de l'Afrique, qui est le Congo, a fait objet de beaucoup de débats, qui n'a pas permis à ce que les différents belligérants ou les grandes puissances qui étaient autour ne puissent lever une option définitive en se disant ça ne doit appartenir ni à toi ni à l'autre, mais que ce soit notre patrimoine commun. Du moment où cela est arrivé, vous allez voir l'évolution de l'histoire. Je vais vite vous ramener aux indépendances. Dès que nous avons eu l'indépendance, après qu'on ait confié le Congo à Léopold et toute la génération qui a succédé, nous sommes arrivés aux années des indépendances. Nous avons eu à commettre la première faute de notre histoire. C'est de n'avoir pas compris qu'à la Genèse, le Congo n'appartenait pas aux Africains, moins encore aux Congolais. Le Congo, c'était le patrimoine universel. Cela ça a été dit sous plusieurs formes, dans plusieurs formats. Comme première erreur, c'est quand Lumumba passe son discours le jour de l'indépendance, un discours inattendu, il a brisé les glaces. Et il a montré que c'est notre patrimoine. La conséquence, c'est que quelques mois après, il a été tué. Est-ce que, à cette époque, les Congolais qui n'avaient pas encore atteint une certaine maturité, où on comptait à peine le nombre d'universitaires, où le Congolais a été formé juste pour être un commis, qui n'avait jamais appris la manière de procéder pour gérer la cité, pouvait-il avoir la capacité d'analyser et aller en profondeur pour comprendre le sens de ces messages qui a été donné? C'est arrivé au moment où il y a eu deux courants, l'Union soviétique et les capitalistes qui étaient du côté américain. Et le Congo, au regard de cette histoire, s'est retrouvé dans une zone d'influence. Mobutu est arrivé. Mais à la fin au début de la perestroïka, avec la chute de mur de Berlin, l'intérêt qu'il y avait de pouvoir protéger le Congo selon la volonté, parce que le contrôle y était, il n'y avait plus d'influence, il n'y avait plus d'intérêt, Mobutu a été livré. Laurent Désiré Kabila arrive avec sa fougue, avec son aura. Il reprend le flambeau du nationalisme aigu. 2 ans après, il a été tué. Le président Kabila, jeune, arrive sans expérience au départ, sans être préparé pour diriger un État, accompagné sous le SIAT, avec l'accompagnement de la communauté internationale. On lui a donné un corps et une forme. Il s'est fait ce qui s'est fait. Il s'est passé beaucoup de choses autour de sa manière de gérer les choses. Mais est-il que nous n'avons pas relevé la question au niveau que le monde attendait? Cette situation n'a fait que perdurer parce que nous étions en train de tourner autour de Pau pendant que la réalité de la problématique était là. En voulant comprendre, est-ce que le Congo était-il un État africain, un État qui appartient aux Congolais ou un patrimoine mondial? J'étais au Parlement en 2000, je suis arrivé au Parlement en 2003, nous avons reçu le président français Sarkozy, mais avant son arrivée au Congo, il avait lâché quelque chose que beaucoup de gens n'avaient pas compris. Le Congo doit profiter à tout le monde. Les ressources qu'il y a dans ces pays,
c'est les ressources qui doivent profiter à tout le monde. Le message est passé. Si je dois relier ce discours avec ce que nous avons dit au départ par rapport à l'historique lors de la répartition de la FEC lors de la conférence de Berlin, la logique demeure. Mais face à ça, quelle est la réflexion que l'élite congolaise porte sur cette question dont les faits sont clairs et la manière dont nous vivons les réalités, on ne voudra pas nous adapter à cette réalité, c'est vie chez nous. Si je vous comprends bien, parce que vous dites que le Congo, en réalité, n'appartient pas aux Congolais. Dès que l'effort qui est fait aujourd'hui par les dirigeants congolais, c'est un effort contre-courant, contre une chose établie. Et que le Congo aurait ses vrais propriétaires. Qui sont-ils à l'heure actuelle? Je voulais ici, au regard de nos recherches, vous dire que le Congo a un destin multinational. Le Congo a un destin multinational, ce qui sous-entend que le Congo est appelé à s'ouvrir. C'est seulement quand le Congo s'ouvre que le Congo connaîtra la paix. Et le Congo connaîtra la stabilité. Mais aussi le Congo connaîtra le développement. Tant que le Congo va vivre dans ces carcans, sans pour autant que ce Congolais soit préparé, l'homme congolais soit préparé pour relever le niveau de ces pays, en ne voudra pas tenir compte de cette réalité, nous demeurerons dans cette crise qui nous humilie pendant que nous sommes une grande nation. La mère patrie a besoin aujourd'hui, au regard de cette réalité, j'aimerais bien présenter une petite illustration. Je crois que dans nos échanges, vous l'aviez évoqué également. Le Congo, cette belle femme qui malheureusement est mise dans une résidence avec sept hommes. Ces hommes sont considérés comme étant ces hommes légitimes. Et le Congo est là comme la mère patrie qui tombe enceinte de 7 hommes. Chaque homme s'est dit, cet enfant, il est mien. Mais seule la maman qui sait que la grossesse de cet enfant numéro 1, c'était avec tel homme. Ce deuxième, c'était avec tel homme. Mais ces enfants, parce qu'ils sont restés dans une condition où ils n'ont pas été accompagnés dans leur éducation, ils passent leur temps à se disputer quand ils se rendent compte que devant eux, il y a plusieurs papas. Qui est le vrai héritier? Alors les parents, dans leurs conditions, dans leur observation, ils voient que les enfants n'arrivent pas à avoir le même langage. Mais le fait d'avoir pas le même langage, ils se disent, ces enfants-là ne pourront pas réussir. Il faut prendre un autre enfant que nous avons eu d'une autre maternité pour venir avoir une influence sur cette partie. Dans la maison de notre femme, là. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais la solution ne pourra naître que quand nous, le fils de cette nation, nous allons nous dire à l'unisson, soyons un. Soyons unis pour la nation congolaise. Soyons unis pour la nation congolaise. C'est là où j'ai apprécié l'appel du chef de l'État et en disant, il est temps que nous puissions taire nos divergences. C'est la mère patrie qui est en danger. C'est notre mère qui est en danger. Soyons unis. C'est en étant un que nous serons en mesure de réussir. Comment désorienter nos parents qui veulent que c'est quelqu'un qui n'est pas de notre maternité mater qui vienne nous mater. C'est ça la situation que nous vivons aujourd'hui. Le fait de la divergence que nous vivons chez nous, en tant que politique, à cause de nos égos, à cause de nos intérêts égoïstes, on nous prend une petite nation qui n'a ni la capacité, ni le moyen, ni l'intelligence, ni la force d'engloutir le Congo. Il nous humilie. Il est temps que nous puissions lever l'option de prendre une direction. Cette image est très puissante, M. Gustave Omba, mais vous parlez comme Jésus-Christ en parabole. Essayons de donner un peu un visage à vos paroles puissantes et prophétiques. Si je comprends bien, vous allez me corriger. Le Congo, notre pays, c'est comme une femme polyandre.
qui a beaucoup de maris. Les maris ici, ce sont les puissances d'antan, ceux qui se sont mis ensemble pour créer le Congo. Donc les puissances coloniales, auxquelles puissance s'est ajoutée aujourd'hui les multinationales. Ce sont nos pères. Et ces pères-là, on fait des enfants avec notre mère. Donc, ont des intérêts installés dans ce pays, si je vous comprends bien. Très bien. Et que aujourd'hui, les enfants du Congo, qui sont en fait les enfants de ces hommes-là et de la mère patrie, tant qu'ils ne s'entendent pas, ils vont être humiliés par un autre enfant qui vient, lui de l'extérieur. Ici, nous voyons le Rwanda. Le Rwanda, oui. Voilà. Donc, cette image est très très puissante parce que que faire avec le père? Comment faire? Comment faire avec les différents pères? Comment on fait? Parce que vous dites qu'il faut s'ouvrir. Comment le Congo peut réunir assez d'intelligence pour aller vers ce père? Qu'est-ce qu'il leur dit? C'est là où il y a la beauté de notre réflexion. Lors de nos échanges au niveau du Café d'élite, nous nous sommes dit, nous devons donner des propositions courageuses. Vous savez, M. Kalenga, aujourd'hui le monde évolue dans une vitesse qui fait que il n'y a que ceux qui suivent la lumière avec sa vitesse qui arrivent. Voyons, les puissances, les multinationales, ils sont à l'intérieur de ces puissances, les pays puissants. Il y a la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Belgique, le Canada, l'Allemagne. Tous ces gens, ils savent que le Congo, c'est la réserve de l'avenir du monde. Mais ils se rendent compte qu'au Congo, il y a un problème d'homme, dans le comportement de l'homme. Mais du moment où nous découvrons que effectivement leur analyse est pareille, qu'est-ce que nous devons faire? Quand je parle de nous ouvrir, c'est un concept qui se développe sous plusieurs angles. J'aime bien, je lisais un document sur la manière dont la Corée, la Corée du Sud, qui en 1960 et avait presque le même niveau que le Congo. Qu'est-ce qui fait qu'il soit devenu ce qu'il est? C'est parce qu'ils ont mis en place des lois, en partant d'abord de la loi mère, la Constitution, qui a permis à ce qu'ils ne soient pas conservateurs, qu'ils s'ouvrent au monde. Nous, si je dois faire la politique comparée, je dirais la Constitution congolaise, quant à son aspect lié à la nationalité, elle est fermée. Et je dis ici que le destin du Congo, la destinée du Congo, c'est cette réalité d'être un Congo multinational, où toutes les nations ayant la capacité de pouvoir nous amener vers une émergence qui va améliorer à la fois la vie sociétaire et le développement de notre pays peut arriver. Mais parce que nous avons dans notre constitution certains privilèges réservés aux nationaux. Mais nous avons essayé de comparer cette façon de faire les choses comme les autres ont fait. Dans les domaines des investissements. Vous imaginez un investisseur qui veut venir dans un pays comme le Congo, il y a des standards qui doivent être respectés. Ça nous ramène encore à la responsabilité de Congolais. Le Congo doit mettre en place, parce que tous les mécanismes existent, mais le sérieux de l'homme dans la mise en œuvre de ces mécanismes pose problème. On ne peut pas développer un pays comme le Congo quand on est encore dans le clientélisme, dans la corruption, dans l'absence de droit, parce que les multinationales riment avec certains principes. Il faut les risques soient réduits dans l'investissement, il faut qu'il y ait vraiment la réduction totale de la corruption, il faut qu'il y ait une justice qui permet à ce que quand quelqu'un il est dans ses droits, il le revendique, mais il faut également qu'il y ait un accompagnement avec un planning de doing business qui permet à ce que ces pays soient attrayants. Tout est ici, mais personne ne veut venir. Vous voyez combien de voyages le chef de l'État a réalisé? Personnellement, je me rappelle dans mes contacts, je me suis retrouvé avec le ministre du Commerce extérieur. J'étais invité au CDO dans une conférence, un congrès du CDO en Allemagne, et on m'invite pour un échange avec la Fédération des hommes d'affaires affiliée au CDO à Stuttgart. Et là, quand le ministre du Commerce extérieur
parle avec les milieux des affaires, il dit, ce monsieur-là, c'est un député congolais, et c'est notre ami, avec qui nous sommes dans beaucoup de choses. Il nous renseigne sur beaucoup de questions. Le Congo, c'est un pays qui a tout ce qu'il faut. Mais ce n'est pas le moment d'y aller. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas encore là-bas. Ça veut dire que tout le monde veut venir dans ce pays, mais le pays n'accorde pas. À cause de nos divergences, nous ne nous accordons pas sur les éléments de base qui fait que les abeilles ne finissent pas butiner. Donc, un des éléments majeurs, et le courage de le dire, c'est que nous devons quand même accorder la double nationalité. La double nationalité, c'est le second point que je pensais que nous devions développer, parce que la multiple nationalité pour l'essor du Congo est l'une des clés qui ferait que la pression que le Congo subit aujourd'hui puisse diminuer. Parce que quand tu as un homme d'affaires qui vient des États-Unis, de l'Angleterre, de la Belgique, s'amène avec ses millions ou ses milliards dans ce pays-là, il se pose la question, quels sont les privilèges que ces pays m'offrent? Mais si nous nous ouvrons aujourd'hui, le Congolais qui vit à l'étranger, qui a des contacts, il peut influencer positivement en disant, dans mon pays où je suis américain, mais je suis congolais, je garde mes deux nationalités, je peux garantir votre sécurité d'investissement dans ces pays, mais vous aussi, au regard de l'importance de votre investissement, vous pouvez solliciter la nationalité congolaise. Donc, la nationalité congolaise peut être acquise sur plusieurs formats pour avoir réalisé un investissement important. Si c'est le dernier fait une demande, il peut être bénéficié. Pour avoir bénéficié du fait de sol, de naître sur le sol congolais. Mais il va se poser un problème. Par rapport à nos voisins, nos 9 voisins, nous pouvons mettre en place une réglementation qui ferait que, à cause des réalités des ressources que nous avons dans la zone frontalière, nos populations sont obligées de cohabiter. Au nom de cette cohabitation, si nous avons une administration forte, qui organise bien les choses par rapport à la politique des mouvements migratoires, comme ça se passe partout ailleurs, je crois que nous pouvons cohabiter dans la paix. Et toute l'attention que le monde, les puissances portent sur le Rwanda pour torpiller le Congo, ça ne pourra plus y avoir. Ces multinationales viendront au Congo. Ils trouveront que le Congo s'est ordonné du point de vue questions liées à la gestion de risques par rapport aux questions d'ordre de corruption, et faire de sorte que tout celui qui s'est fait corrompre soit sanctionné sévèrement, comme ça se passe en Corée. Parce que la corruption est un agent public qui s'adonne à la corruption. La sanction est exemplaire. Comment décourager cet état de choses qui font que ceux qui ont le souci de venir ici ne viennent à cause de cette pratique? C'est l'État, c'est les hommes, et c'est la rigueur de la justice face à pareille situation. Le pays peut s'ouvrir, le pays peut décoller, et nous risquons de nous réveiller un bon matin. Le pays est déjà en train de prendre de la hauteur. Donc, selon vous, si je vous comprends bien, une des clés de notre développement, c'est notre ouverture. Donc, nous devons nous ouvrir. C'est vraiment ça nous sommes un pays fermé. La solution. C'est comme ça que les gens cherchent des portes d'entrée par tous les moyens. Il faut nous ouvrir. Alors, l'ouverture, ça demande une vision. Ça demande une capacité managériale assez importante. Alors, parmi les éléments que je voudrais que vous puissiez ajouter à votre réflexion, rentrons dans l'actualité. Les chefs de l'État a fait un appel à la mobilisation. Il appelle tout le monde à se mobiliser contre cette agression. Est-ce que ce ne sera pas une occasion, en même temps que l'on se mobilise, que l'on puisse étudier aussi comment s'ouvrir? Parfait. Moi, je pense que, comme on le dit, je le dis ici en illustrant cette mère patrie avec ses multiples enfants, dont les parents sont en face, dès que chaque enfant ne sait pas qui est son vrai père. Si à l'interne, à l'unisson, nous nous mettons d'accord sur la nécessité de protéger la mère patrie autour de son chef, en prenant le courage de taire nos divergences.
Moi, je pense que nous pouvons... C'est un bon départ. Et ça tombe bien que ces débats s'effacent maintenant, où l'éveil patriotique est en train de se faire, où le chef de l'État prend également conscience de pouvoir faire appel à tout le monde. Ce matin, je suivais la déclaration du parti de... Comment il s'appelle? Moïse Katumbi. Je me suis dit, ça y est, ça commence à venir. J'ai suivi Fayoulou. Je suis tout le monde. Je me rends compte effectivement que l'appel à la mobilisation est déjà un bon départ. Mais alors, il faudrait que nous puissions profiter de cette occasion pour que nous puissions lancer un appel aux législateurs de prendre courage, de comprendre que le monde rime avec des intérêts. L'intérêt du Congo face à la pression qu'il subit aujourd'hui, c'est de pouvoir chercher à ce que la paix revienne. Mais cette paix ne pourra pas revenir si cette ouverture-là ne se fait pas. Et cette ouverture, c'est que les puissants sont en train de se dire, mais pourquoi ces gens-là ne s'ouvrent pas, sinon nous allons entrer de force. Et ils usent de petits moyens. Vous voyez, quand un petit monsieur, quand une petite nation veut engloutir, ou un crapaud veut engloutir un éléphant, il faut se dire, il y a quelque chose derrière. Mais en félicitant les efforts et l'éveil de la conscience qui est en train de se faire remarquer maintenant, il est temps que nous puissions aller en profondeur. Nous avons préparé documenter notre réflexion que nous allons proposer à qui les droits pour qu'on essaie de voir dans la mesure possible. S'il faut faire un référendum pour que nous puissions ouvrir cette question des nationalités en vue de permettre à ce que le monde vienne au Congo et bénéficie des avantages et des privilèges que le Congo peut offrir à ce monde par rapport à tous ces autres comme ressources qui les font courir, qui sont que des intérêts. Mais de ces intérêts, au regard de leurs investissements, le peuple congolais le plus démuni ne vivra plus sur un sol qui est riche, dans une pauvreté excessive. Nous voudrions que, au regard des efforts qui seront entrepris par le Congolais, le monde va s'amener au Congo. Les Congolais vont profiter de leur patrimoine et de leurs richesses et de leurs ressources. Donc, vous demandez que nous puissions négocier avec ses parents. Quel message, quel discours va-t-on donner à ces parents-là, en prenant votre propre exemple, la communauté internationale? Qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'on leur dit? Parce qu'en réalité, derrière le Rwanda, il y a ces forces. Nous ne pouvons pas leur dire quelque chose maintenant. Nous devons d'abord faire ce que nous nous proposons entre nous à l'interne. De notre proposition, ils vont venir vers nous en courant, en disant nous sommes intéressés. Nous sommes intéressés et c'est ce qu'on attendait. Parce que ce que je dis, ça passe dans leur tête. Eux, ils savent, mais ils ne savent pas nous le dire. Mais nous, parce que dans nos réflexions, nous avons réussi à décrypter leur attention, il est temps que nous puissions à l'interne prendre le courage de briser les glaces, de mettre les garde-fous. Nous jetons l'idée, nous nous mettons les bases. Il y a des experts appropriés qui peuvent apporter les touches qu'il faut pour que nous puissions être compétitifs comme tant d'autres nations du monde qui se développent grâce à l'ouverture. Cette ouverture ne va pas mettre en cause notre identité nationale, notre culture, en fait notre patrimoine national. Il n'y a rien qui peut vous amener à pouvoir changer votre peau, votre couleur de peau, quelles que soient les teintes que vous pouvez y mettre. Les jours que vous ne l'appliquez plus, cette peau d'origine demeure. L'identité congolaise est déjà assez suffisante et aujourd'hui elle est réduite. Mais l'identité congolaise, c'est de dire également, voici ce que nous avons été, voici ce que nous avons apporté, voici ce que ça donne. C'est les résultats qui nous donnera une nouvelle identité. Le résultat, ce qui nous apportera la nouvelle identité, c'est celle qui va apporter le sourire à l'ensemble du pays, où le pays sera accessible, où le Congolais qui vit dans les Punya profonds peut prendre son véhicule, arriver à Bukavu et arriver à Kinshasa par route. C'est ça l'identité. Et la culture part de l'ensemble de tous ces éléments-là pour que nous puissions être un peuple qu'on respecte. Il y a des endroits où vous passez, on se moque de nous. On se moque de nous parce que des choses que nous vivons chez nous, ça ne pouvait plus exister. Ça nous fait perdre notre vraie valeur. La valeur culturelle, la valeur identitaire tient compte de la manière dont on vous a laissé
un avocatier, à cause de vos efforts, vous avez réussi à en faire des milliers. C'est ces milliers-là qui font votre identité parce que tout le monde va vous respecter à cause des efforts que vous avez fournis pour vous donner une dimension. Et vous êtes donc de ceux qui estiment que le mixage, que la mixité, que le rapport à autrui ne nous tue pas, mais nous enrichit. Bien sûr, parce que le monde est devenu un village planétaire. Aujourd'hui, c'est quand nous sommes ouverts que nous sommes fréquentés. Et je sillonne de la République, vous l'avez dit, j'ai sillonné la République, quelle merveille. Mais vous allez à Isiro, là-bas, vous allez dans les fins fonds de l'Équateur, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a comme patrimoine qui existe, des valeurs, des grandes valeurs abandonnées parce qu'il n'y a pas de voie d'accès. C'est des zones qui pouvaient attirer l'attention des multiples personnes pour aller seulement voir ces vestiges qui a été construit en 1902, mais qui aujourd'hui est tenté d'être abandonné parce qu'on ne sait pas rendre notre pays accessible. Mais l'accessibilité tient compte de cette capacité de vendre une belle carte postale du pays, mais pour que cette carte postale soit vendue, il faut qu'il y ait des gens qui s'intéressent de votre pays. Aujourd'hui, je n'aime pas parler de la manière dont le Rwanda applique sa politique de la vente de son image. On se retrouve aujourd'hui à Paris Saint-Germain visite au Rwanda. Mais ça ne nous dit rien. Ils ont réussi à ouvrir leur pays. Tous les grands y vont. Comment voulez-vous que le prince Harry quitte la Grande-Bretagne pour venir passer ses vacances au Rwanda pour visiter les gorilles qui viennent de notre pays, pendant que chez nous, nous avons le meilleur site qui est le patrimoine universel mondial, où le monde entier devait y être pour venir visiter nos parcs. Mais ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Je l'ai vécu au Kenya. Quelqu'un m'a dit, tu viens du Congo? Il m'a dit, qu'est-ce que vous avez fait de ces pays? Un vieux couple belge. Ils étaient avec des Allemands. Ils disent, mais c'est le Congo qui était notre point de chute pour aller passer des bons moments de vacances. On va ailleurs. Qu'est-ce qui nous manque? La vision? Les hommes? L'initiative? Mais je pense que c'est les hommes. Mais parce que l'homme est changeant, la vie de l'homme est évolutive. Il est temps que nous puissions nous remettre en cause, nous assumer et de prendre des décisions courageuses pour essayer d'apporter une nouvelle vision pour le Congo. Pour que les prochains 25 ans, les enfants que nous avons mis au monde profitent un peu de ce que nous pouvons leur léguer comme héritage en vue de donner une image pour le Congo. Alors, sinon, le Congo de demain sera inexistant. Comment concilier maintenant l'esprit d'ouverture et le nationalisme exacerbé qu'il y a dans le pays? Le nationalisme exacerbé, c'est inné. Ça, on doit demeurer nationaliste. L'Amérique est nationaliste, mais l'Amérique est ouverte au monde. Tu es citoyen américain, tu aimes ta nation, l'Amérique, mais quelqu'un t'arrive et vous l'acceptez. Cette mixité-là, ça nous met dans ce qu'on appelle le métissage, que je suis en train de dire, nous devons être un État métissé dans la logique d'une nation multinationale. C'est ce qui va nous donner l'apaisement, parce que quand un multinational s'installe dans un pays comme celui-là, ou plusieurs multinationales s'installent dans ces pays, il n'y aura plus jamais les crépitements des balles dans ces pays-là, parce que c'est des gros intérêts économiques. Oui, il faut retenir deux choses que je voulais évoquer ici, c'est quand même fondamental. Vous savez que la diplomatie classique que nous continuons à appliquer est déphasée. Comme conséquence, le chef de l'État a fait des centaines de voyages. Que de l'hypocrisie qu'on lui rend. Oui, après, il se rend compte que rien ne suit. C'est les multinationales qui mènent la politique internationale de leur pays aujourd'hui, leurs intérêts. Qu'est-ce qu'on tire de ce monde-là? Voilà ce que nous pouvons avoir là-bas, vous devez suivre. Ils imposent à leur pouvoir politique de pouvoir suivre la manière dont eux ils mènent les démarches pour arriver à apporter le gain dans leur nation. Qu'est-ce qu'ils trouvent chez nous? Ils disent le Congo c'est le gâchis. Est-ce que n'avons-nous pas les capacités de mettre de l'ordre? Si nous en avons. Qu'est-ce qui nous manque?
la volonté, le sérieux, le suivi, demander à chacun de jouer son rôle et la sanction sans complaisance. Ça va nous amener à faire changer les choses. Et il n'y a que ça qui peut nous amener à changer les choses. Et il n'y a que ça. Quelles sont les voies d'optimisme qui vous restent face à la persistance quand même de cette crise d'homme, de cette absence de vision claire et précise? Sur quoi vous vous fondez pour rester encore optimiste comme je le sens? Parce que au niveau du Café d'Élite, nous produisons des idées. Le cuve de savoir, comme ça se passe dans tous les pays des ornements, il y a un cercle de réflexion qui fait des études. Et de ces études, ils mettent à la disposition de ceux qui ont la charge de la gestion. Parce que le monopole de savoir n'est pas de l'apanage de politique seulement. Notre expérience dans ce que nous avons fait en politique, dans ce que nous avons fait de la vie sociétaire, dans les affaires, dans la politique active, dans les grandes commissions que nous avons travaillées et les échanges que nous avons eu dans le monde nous a permis aujourd'hui d'avoir un autre regard sur l'avenir du Congo. Par rapport à notre pays, quand on a la volonté de faire le choix judicieux, sans pour autant y mettre le sentiment que c'est les Mpangi, que c'est les Moigneto, Nindoguyango, tout ça, si on arrive à mettre comme élément fédérateur les valeurs intrinsèques, je suis convaincu, avec beaucoup de volonté, le pays ici regorge de valeurs extraordinaires, mais qui, malheureusement, on ne sait pas le regarder. Est-ce que c'est un problème de complexe ou c'est un problème de casting par rapport à ces soucis de dire regroupons ces gens, faisons-le travailler, qui nous donne la matière. Quand vous avez de la matière bien conçue, même un semi-lettré, s'il est bien suivi, bien orienté, il peut bien faire les choses. Monsieur Gustave Womba, nous arrivons à la fin de ces programmes. Je voudrais vous accorder la parole pour un message de fond. Ce que vous avez dit aujourd'hui est suffisamment puissant pour que ça puisse attirer l'attention des autorités. Je résume vos propos pour que vous puissiez les compléter si possible. Oui, nous ne sommes pas un pays failli, nous sommes un État qui peut se relever, mais nous devons nous relever avec la sagesse de l'ouverture. Nous sommes un pays, et votre mot est puissant, nous sommes un pays multinational, donc nous devons nous ouvrir à notre dimension multinationale, ainsi absorber, et nous en avons les capacités, l'ensemble des ambitions qui sont formulées sur notre espace. Nous avons la capacité d'absorption de tout ce que le monde a besoin aujourd'hui, et ceci peut nous permettre de nous relever. Voilà le message de fond qui est puissant, qui passe par cette capacité d'accorder facilement la nationalité à d'autres qui en ont d'ailleurs besoin pour être en sécurité ici. Ce message est très fort. Maintenant, je vous demande de le dire peut-être autrement pour terminer cette émission. Je le dis autrement, je vais, avant de le dire, rappeler qu'en Égypte en ce moment, l'humanité tout entière parle de l'avenir de l'humanité. Le Congo, notre pays, est au cœur des enjeux dont la solution doit provenir d'ici, mais le Congo ne sera pas pris en compte dans le gain par rapport à la solution que le monde attend, parce que nous nous y prenons mal. Ça nous amène encore dans cette logique qui est de dire que parce que nous sommes un État fermé, il n'y a personne qui fait le plaidoyer pour dire non, il faut amener ça là-bas parce que c'est là où il y a la solution. Monsieur Willy, mon appel ou notre échange de ce jour, il finira avec ces mots simples. À ceux qui ont le monopole des décisions aujourd'hui, il est temps. Il est plus que temps que nous puissions nous relever et relever ces défis. Si à cause de nos égos, du fait de n'avoir pas la capacité d'écouter
la profondeur de certains messages qui choquent. Les insensés vont être choqués. Les gens qui ils ne veulent pas voir loin, ils vont être choqués. Mais tout celui qui a le sens de la nation, qui a le sens de l'humanité, qui a le sens de la dimension que représente le Congo par rapport à ce que le monde voit sur le Congo, il est plus que temps que nous puissions agir. Ouvrons le Congo. Nous serons les grands bénéficiaires et notre peuple va oublier tout le malheur et tous les sacrifices qu'il est en train de consentir aujourd'hui par rapport à ce qu'il subit dans sa chair. On est à la fois tué, humilié, et quand je suis ce que les autres disent sur le peuple congolais, je me pose la question, quelle devait être notre attitude? Décidons-nous. Monsieur le Président, à vous et tous ceux qui sont autour de vous, je vous lance cet appel, c'est un défi. Vous devez être le déclic de ce changement que le monde entier attend pour que nous puissions avoir notre vraie place dans le Conseil des Nations et nous faire respecter. Voilà. Merci beaucoup, M. Gustave Omba. Merci aussi à vous qui nous avez suivis ce soir. Vous avez certainement compris que nous avions voulu reprendre un peu cette réflexion des origines et nous avons abouti avec mon invité à cette conclusion. C'est en donnant que l'on reçoit. Le Congo est un don qui doit servir pas seulement aux Congolais, mais à toute l'humanité. Toute la question reste comment faire participer l'humanité à notre destin sans nous détruire nous-mêmes et sans compromettre le développement de notre propre pays. Voilà l'équation qui nous est posée aujourd'hui et Gustave Omba est allé toucher au cœur de la problématique. Quand nous saurons comment vivre notre humanité en partageant avec le monde sans détruire notre identité, alors nous serons ces grands et beaux pays destinés à la gloire de tous. Mesdames et messieurs, merci. Je vous remercie vraiment. Je remercie Omba, Gustave, en votre nom, parce qu'il a provoqué l'émotion. Cette émotion nécessaire. Ça valait la peine. Au revoir et à la prochaine. Merci.